Bonsoir. Inutile de vous dire à quel point je suis extrêmement ému d'être ici dans ce grand lieu. C'est vraiment pas commun et on va essayer de lui faire honneur vraiment. Raison pour laquelle nous sommes ce soir, comme assez rarement dans les occasions où je joue cette conférence avec mes musiciens. Je voudrais avant tout leur dire merci d'être là. Merci les gars. Et j'aurai l'occasion de les présenter. Alors, donc nous sommes ici ce soir pour parler de cette chose que j'ai mis devant mon pied de micro, l'album blanc des Beatles. Et pour commencer ce voyage, on va revenir dans le temps. On va revenir très très loin en arrière. On va revenir à une nuit très très précise pour vraiment se mettre dans le bain et vraiment se dire à quoi rime cet album blanc, à quoi riment ces 4 faces qui sortent le 22 novembre 1968. On revient quelques mois en arrière avant ça. La nuit du 20 juin 1968, donc. Faut imaginer, vous êtes à Abbey Road, dans les studios possédés par la compagnie EMI. Donc vous êtes dans un des endroits, un des lieux d'enregistrement à l'époque les plus prestigieux, les plus chers. Et toutes les machines, et je dis bien vraiment toutes les machines de cet endroit, les magnétophones, les enregistreurs, tout ce que vous voulez, toutes les machines sont mobilisées pour la réalisation d'un seul morceau. Un morceau très particulier, qui s'appelle Revolution No. 9. Vous avez tous peut-être une idée de ce que c'est. Pour ceux qui connaissent moins bien, Revolution No. 9, c'est ce collage audio d'une durée de 8 minutes qu'on retrouve quasiment à la toute fin de l'album et qui est surtout l'œuvre de John Lennon et Yoko Ono. Mais pour que ces 8 minutes de ce qui sera qualifié plus tard de chaos, une espèce de chaos sonore où se mélangent énormément de bruits différents, de sources parasites, de petites choses enregistrées et puis de sons qui viennent de banques de sons qui appartiennent au label, pour que tout ça soit possible, à une époque où l'informatique n'existe pas, il faut isoler, il faut avoir enregistré toutes les sources, donc les cris d'enfants, les petits bribes de conversation chuchotées dans un coin, une symphonie passée à l'envers, des bruits d'émeutes, des bruits de manifestation, etc. Individuellement, tous ces petits bouts sonores-là, il faut les mettre sur une bande. Vous faites une boucle, prenez une bande, hop, vous la coupez, hop, et vous faites une boucle comme ça. Comme ça, vous avez votre son qui tourne en boucle. Mais pour qu'on puisse faire un morceau entier avec ces boucles, il faut que ces boucles elles passent dans plein de magnétophones différents, tous indépendants, qui sont tous reliés à une console. Et à l'époque, pour maintenir en fait la force d'entraînement dans la roue du magnétophone, il faut qu'il y ait une personne qui tienne la bande avec un stylo. Je vais vous montrer, je vais vous faire une démonstration. Pour la démonstration suivante, j'ai besoin d'un assistant. Laurent Boile, est-ce que vous voulez bien, s'il vous plaît? Laurent Boile, s'il vous plaît. Laurent Boile ne sait pas encore ce qu'il va faire, mais ne sait pas ce qu'il attend. Donc, petite simulation. Number 9, 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 number 9. Alors, ce qu'est en train de faire Laurent Boile, c'est exactement ce qui se passe la nuit du 20 juin. Vous avez donc, vous imaginez Laurent Boile avec une grande tenue une grande blouse scientifique, parce qu'à l'époque encore, dans les studios d'enregistrement, c'est quelque chose de technique. On n'est pas encore dans le tout artistique, donc les assistants, les ingénieurs du son portent des blouses encore. Et il doit tenir, comme ça, une boucle qui tourne pendant à peu près 5 heures. Est-ce que vous pouvez avoir l'air encore moins épanoui, s'il vous plaît, Laurent?
number 9, Ouais. number 9, number 9, number 9, Donc imaginez plusieurs dizaines d'assistants comme lui, répartis dans tous les couloirs d'Abbey Road, dans toutes les salles techniques, etc., qui tiennent indépendamment un stylo pour une boucle. Toutes les boucles vont dans une seule console, bien sûr la console du studio A à Abbey Road. Et derrière, vous avez John Lennon et Yoko Ono qui choisissent leurs sources, qui prélèvent, donc qui envoient l'enregistrement et qui disent bon, on veut plus de ça, puis là on veut faire intervenir une symphonie et passer à l'envers, et puis là comme ça, bon, c'est le délire quoi. Et le pire à ce moment-là, c'est que les assistants ne savent pas du tout ce qui se passe, ils n'entendent rien. Donc ils passent plusieurs heures comme ça. Je suis même pas sûr qu'ils entendent la boucle à ce moment-là. Merci Laurent Boile pour la démonstration. Laurent Boile encore s'il vous plaît. Alors à partir de là, on est en droit de se demander qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ce soir-là, les Beatles soient en train de faire ce morceau, mobilisent autant de moyens pour le faire, et rubis sur l'ongle, hein, pas de souci, c'est payé par le label, etc. On les laisse faire tout ce qu'ils veulent. Et comment on en est arrivé aussi à ce collage sonore, qui est quand même la pièce de musique concrète la plus répandue dans le monde, finalement, quand on y pense, vu que c'est le morceau, dans des millions de foyers, il va y avoir cet album qui va être là, forcément. Et donc, forcément, il y a ce morceau-là, qui va être dans toutes les maisons du monde qui possèdent cet album. Donc ça, c'est quand même un super coup. Et qu'est-ce qui se passe donc pour faire ce morceau qui atterrit dans cet album double? Et ça, c'est ce qu'on va essayer d'expliquer ce soir. Et pour commencer l'histoire du double album, on va revenir encore un petit peu en arrière. En fait, l'histoire de l'album blanc, elle commence en 1967. Pourquoi? 1967, les Beatles sont au sommet de la gloire. Vous ne pouvez pas faire mieux. Ils viennent de sortir, donc au printemps, ils sortent Sgt. Pepper's, Lonely Hearts Club Band. Énorme succès. Paul McCartney, 2 jours après la sortie, va voir Jimi Hendrix en concert. Jimi Hendrix s'est déjà joué une chanson de l'album, tellement ça fait autorité dans le monde de la pop internationale. Les Sgt. Pepper's, à qui on comparera très souvent l'album blanc. Sgt. Pepper's, alors ça c'est pas une phrase que j'ai imaginée, c'est quelqu'un d'autre qui l'a dit. Sgt. Pepper's, c'est la chapelle 60s, c'est le monument, c'est la cathédrale, c'est vraiment le monument absolu. Donc les Beatles ont créé ce monument absolu. Deuxième grand événement, en juin, pour l'émission Our World, qui est la première rediffusion, enfin diffusion, la première diffusion en direct à la télévision dans plus de 50 pays à travers le monde, les Beatles chantent All You Need Is Love, qui est vraiment écrit sur un coin de table, hein, je plaisante pas, c'est vraiment John qui dit bon, c'est vrai qu'on doit faire ça, ce truc, donc moi je vais essayer de trouver une chanson pour l'occasion. Il filme, il passe en direct, et bien sûr ça va complètement illustrer à la fois et définir le flower power, hein. Il y a plein de fleurs dans le studio, là on est au sommet donc justement de ce Summer of Love, et donc 1967 on est à ce niveau-là. La question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'on peut faire de plus gros, qu'est-ce qu'on peut faire de plus big, en fait, quand on est les Beatles à ce niveau-là. On a créé la Beatlemania, on a créé un précédent, vraiment, dans l'histoire de la musique pop. On est à ce niveau-là de créativité, on est à ce niveau-là d'autorité. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, en fait, plus exactement? Et c'est là que l'album blanc intervient. Parce qu'effectivement, bon, aujourd'hui, on se dit, l'album blanc, bah ouais, l'album blanc. Il n'y a aucun doute, on n'a tous aucun doute là-dessus. Pour nous, c'est ancré, c'est acté. Dans la discographie des Beatles, c'est une évidence. À l'époque, ce n'était pas une évidence. Sortir un double album, Bob Dylan l'a fait, c'était une collection de chansons, Johnny Cash aussi, dans le même esprit. Faire un double album, dans la pop, c'est pas si évident et c'est loin d'être gagné. Mais ils le font quand même. C'est peut-être la réponse à qu'est-ce qu'on peut faire de plus gros à ce moment-là dans sa carrière, dans la carrière d'un groupe comme ça. Mais aussi, pour arriver à l'album blanc, il faut passer par des épreuves. Il faut passer par un certain nombre de revers, on va dire, et de problèmes. C'est là que la fin de l'année 67 est beaucoup moins brillante pour eux. Premier événement, à la fin du mois d'août 1967,
Brian Epstein, qui était leur manager, qui est vraiment l'homme qui les a sortis des caves, hein, qui est vraiment celui qui a misé sur eux, qui a géré leur patrimoine, pour ainsi dire, avec des conséquences parfois pas toujours très heureuses, mais c'est quand même l'homme qui a pris en main leurs affaires, l'homme qui a géré leur tournée. Et les Beatles, en plus, arrêtent de faire des tournées en 1966, donc ça pose un problème. Mais Brian Epstein meurt, overdose médicamenteuse, il disparaît. Ringo Starr aura ce mot, on était des poulets sans tête. Donc là, vous imaginez 4 poulets sans tête qui traversent le passage piéton. Et vous avez à peu près une idée de là où en sont les Beatles à ce moment-là. Vous avez donc un groupe qui est privé de la figure paternelle. Brian Epstein, c'était le papa, c'était faut aller là, d'accord. Faut faire ce concert, ok. Faudrait faire telle émission de télé, ok, on y va. Là, tout d'un coup, il n'y a plus ça. En plus de la relation affective qu'ils avaient avec lui. Donc, premier grand événement. Deuxième événement qui va vraiment être un revers artistique, là, cette fois. Les Beatles, pour se consoler de tout ça, vont tourner un truc dans la campagne anglaise, avec pas de scénario, tout le budget qu'ils veulent, mais absolument aucune idée derrière, on improvise complètement. C'est un film, ça va s'appeler le Magical Mystery Tour. Il y a des chansons avec qui sont très bien, mais le film va être un flop. Pourquoi? Parce que déjà, il est diffusé le lendemain de Noël sur la BBC, en noir et blanc, alors qu'il est filmé en couleur. Donc les gens ne vont pas comprendre ce qui se passe, ne vont pas comprendre le côté kaléidoscopique, volontairement artistique de cette entreprise. Puis c'est un film qui est vraiment extrêmement étrange, enfin, qui est vraiment difficile à comprendre. Il y a des numéros musicaux, il y a plein de scènes qui sont improvisées, mais les gens ont du mal à retrouver les Beatles qu'ils aimaient. Donc quand même, un revers artistique, là, c'est premier flop. Qu'est-ce qu'on va faire pour sortir de ça? Il va y avoir une rencontre, notamment initiée par George Harrison. C'est la rencontre avec un gourou indien, le Maharishi Mahesh Yogi, qui diffuse, et qui a créé, qui diffuse une technique qui s'appelle la méditation transcendantale. C'est une technique qui va avoir tellement de succès auprès des grandes célébrités qu'il va compter parmi ses fidèles des gens comme Moby ou David Lynch plus tard. Donc on parle de quelqu'un qui est quand même qui a vraiment beaucoup de crédibilité à ce niveau-là. Mais surtout, c'est une technique qui fait promettre aux Beatles de se reposer, le repos de l'âme. Voilà, le repos du corps, le repos de l'âme, le fait de tout d'un coup pouvoir se déconnecter de tout ça, de se débrancher de toutes ces responsabilité. Hein. George Harrison disait, mais en 66, mais c'est horrible d'être un Beatle, personne ne voudrait être un Beatle, moi-même j'en ai marre. Donc, on a une solution là. On a cette méditation, on a cette pratique hindoue qui nous tend les bras, ce monsieur qui nous dit, ben, venez dans mon ashram. Un ashram, c'est une retraite spirituelle, hein, un gigantesque camp de retraite spirituelle pour les gens fortunés, hein, bien sûr. C'est au pied de l'Himalaya, c'est au bord du Gange, entouré par la jungle, c'est à 200 km de Delhi, c'est parfait. Il leur propose de le rejoindre pour passer vraiment un stage où ils vont apprendre la méditation et puis ils vont déconnecter pour la première fois. Les Beatles acceptent, hein, ils sont conquis, absolument conquis. Et après avoir enregistré 2-3 chansons pour s'assurer que quand même le business continuera de tourner, en février 1968, ils honorent leur promesse et ils décollent. On va donc à Rishikesh, en Inde. Décolle comme l'avion au début de l'album blanc. Et ils atterrissent là-bas. Et ce qui va se passer en Inde, c'est pas seulement qu'il va y avoir évidemment, sans doute, ce côté repos, ce côté reposant, ce côté extrêmement reposant pour l'âme, pour le corps, reposant spirituellement, se poser aussi des questions sur ce qu'on fait, sur ce qu'on veut, faire le point après cette folie, en fait, après être arrivé à ce niveau-là l'année précédente. Et il va se passer beaucoup de choses, en fait, beaucoup plus de choses qu'on le croit. On prend souvent le voyage en Inde comme une forme comme un truc un petit peu exotique que les Beatles ont fait à un moment donné de leur carrière. Et ils vont écrire des chansons. C'est peut-être ça la chose la plus importante. Ils vont écrire des chansons, mais pas n'importe comment. Ils vont commencer à écrire des chansons, un peu comme nous sommes là en ce moment sur scène, avec des guitares acoustiques, avec très peu de moyens. On abandonne les grosses machines,
on abandonne les orgues, les orchestrations baroques, les studios d'enregistrement qu'on trafiquait, etc. Non, là, on va revenir à une chose très simple. On est ailleurs, on est au fin fond, perdu au fin fond de l'Inde. On fait de la méditation et puis on écrit des chansons. Ils vont écrire beaucoup de chansons et ils vont avoir plusieurs sources d'inspiration pour ces chansons-là. La première source d'inspiration, c'est bête à dire, hein, mais c'est vraiment très très important, ça va être les gens. C'est-à-dire que... Oui, David? Non, je galère? Oui, je galère, David, merci. C'est-à-dire que, bon, comme je l'ai dit, c'est un ashram de luxe, c'est-à-dire que vous avez vraiment énormément de people quand même là-bas. Ils rencontrent beaucoup de gens, des gens notamment comme Mike Love des Beach Boys. Voilà, les Beach Boys, c'est un peu l'autre grand groupe concurrent des Beatles. Ils se tirent à la bourre, il y a une grosse émulation entre ces deux groupes depuis 2-3 ans. Ils vont rencontrer d'autres gens, ils vont rencontrer notamment le chanteur Donovan. Donovan qui va initier John et Paul à une méthode, une technique à la guitare qui s'appelle le picking. Vous prenez juste avec vos doigts, en fait, vous ne prenez pas un médiator. Et puis... Alors, John Lennon a mis à peu près 3 jours pour apprendre cette méthode. Moi, j'ai mis à peu près 30 ans, donc merci d'avance de votre mansuétude. Et avant de commencer cette chanson, bien sûr, cette technique de picking, elle va servir notamment à écrire un morceau pour une autre résidente de l'ashram, Prudence Faro, la sœur de Mia Farrow, qui est là aussi. Prudence Faro qui est chez elle, enfin qui reste, pardon, je veux dire, dans son bungalow, et qui ne sort pas, qui médite, à tel point qu'on ne fera pas sa porte. On se demande, mais est-ce que tu es là, est-ce que tu es encore vivante, qu'est-ce qui se passe, est-ce que tu ne voudrais pas venir manger avec nous, est-ce que tu ne voudrais pas sortir et puis voir le ciel tout simplement.
Donc les gens, pour commencer, c'est les gens qui sont avec eux, les artistes, hein, des gens forcément inspirants qui leur transmettent des choses, le picking. Avec le picking, on fait plein de choses. On fait Dear Prudence, on fait Blackbird, on fait d'autres chansons. On rencontre donc des gens qui make love aussi, hein, des Beach Boys leur donnera envie d'écrire des chansons un petit peu dans l'esprit Beach Boys. Les gens vont être inspirants et puis aussi tout ce qui se passe. En fait, ce qui va commencer à se dérouler, c'est que les chansons qui vont être écrites en Inde vont commencer à devenir des espèces de journaux intimes, du petit journalisme. C'est-à-dire, on s'inspire de tout ce qui se passe, de tout ce qu'on voit pendant ce séjour. Tenez par exemple, je ne sais pas s'il y a des enfants dans la salle. Bon, vous voyez deux singes en train de copuler sur la route. C'est un exemple, hein, c'est vraiment un exemple. Vous en faites une chanson. Et c'est Paul McCartney qui en fait une chanson qui s'appelle Why Don't We Do It in the Road, une chanson prophétique hein, quelque part, parce que quand on y réfléchit, en 1969 à Woodstock, il y a des jeunes qui se poseront pas très longtemps la question de savoir si on le fait dans un champ, sur une route, enfin, ils le feront là et c'est pas un problème. Donc quelque chose de très en phase avec son époque. Jouer vraiment, enfin composer et jouer de façon sexy, un petit peu désinvolte comme ça, cette espèce de blues qui a été complètement enregistré d'ailleurs en solitaire, un peu comme le plaisir du même nom quand il y réfléchit. Mais Paul McCartney du coup qui s'amuse à faire une petite vignette comme ça sur juste le fait de, juste le désir amoureux, juste comme ça, le désir sexuel. Why don't we do it in the road? 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 Now they're watching us. Oh, why don't we do it in the road? Why don't we do it in the road? Don't we do it in the road? Why don't we do it in the road? Why don't we do it in the road? Now they be watching us. Oh, why don't we do it in the road? Why don't we do it in the road? Ah ouais, là c'est presque du AC/DC hein. Why don't we do it in the road? Why don't we do it in the road? Why don't we do it in the road? Je crois qu'on a compris le principe là. Now that they're watching us, oh, why don't we do it in the road? Bon, on n'est pas là, bien sûr, que pour faire du journalisme local, on n'est pas là que pour partager ces impressions de ce voyage, c'est très intéressant. On est quand même là pour faire de la méditation. Alors, ce qu'il faut se dire, c'est que malgré tout, le temps là-bas, le déroulement de ce stage de méditation, il est quand même extrêmement précis. Les Beatles, déjà, arrivent en retard par rapport à un certain cycle de cours, donc ils sont obligés de faire du cours de rattrapage. Et grossièrement, alors le déroulé d'une journée type, c'est matin méditation, après-midi méditation, le soir méditation. Si vous avez un peu de temps, vous faites un petit peu de méditation entre les deux, ça devrait passer. Et très sérieusement, oui, il y a des cours. Donc le Maharishi qui professe des cours le matin, un cours l'après-midi. Une grande question sur laquelle réfléchir. Pose une question par exemple de la réalité. Qu'est-ce qui est vrai? C'est quoi la réalité? John Lennon avait déjà répondu un peu « Nothing is real » en parlant de Strawberry Fields. Donc c'est forcément des questions qui les happent, qui les intéressent, que tout d'un coup, cette figure mystique propose de réfléchir sur ce qui est réel. Et justement, ça va avoir un effet très intéressant sur les Beatles qui, tout d'un coup, en plus d'être loin de la pression, en plus d'être loin des responsabilités, en plus d'être loin de la folie à Londres, les Beatles vont prendre du recul sur eux-mêmes. Ça, c'est très intéressant. Les Beatles vont commencer à interroger leur propre patrimoine, leur propre production. Et ça, c'est assez inédit à l'époque parce que vous vous retrouvez avec les Beatles qui interrogent le mythe Beatles, qui déconstruisent, on dirait aujourd'hui, qui déconstruisent le mythe Beatles. Comment on le fait?
bah, on s'amuse déjà avec tout ce qu'on nous a mis sur le dos de ces choses psychédéliques, les, les sens cachés que les gens ont voulu absolument voir dans les chansons des Beatles. Lucy in the Sky with Diamonds. Oui, les initiales, ça fait LSD, on n'a pas fait exprès. The Walrus, bon, bah, c'est un délire, mais il n'y a pas de sens caché à voir profond, il n'y avait pas forcément de choses cachées, enfin, passer à l'envers le disque et tout, il n'y a pas des messages qui vous attendent. Et en fait, les Beatles, et notamment John Lennon, vont s'amuser avec ça, s'amuser avec une espèce d'envie cryptique de voir absolument du message caché partout des gens. Ils vont s'amuser, donc on va rire de ses propres chansons. Et quoi de mieux pour rire de ses propres chansons que de les citer dans sa chanson? C'est comme ça que vous avez une chanson qui s'appelle Glass Onion, et dans laquelle vous pouvez entendre plusieurs titres des Beatles qui existent déjà. I told you about the strawberry fields. You know the place where nothing is real. But here's another place you can go, where everything flows. Looking for the bend back tulips to see how they have feel. Looking for the glass onion. I told you that the war is in me, man. You know that we're closer can be there. Well, here's another clue for you all. The walrus was born standing on a cast iron shore, yeah. Hating like a natural neck and meats, yeah. Looking for the glass onion. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Looking for the glass onion. I told you that the fool on the hill tell you man is living still. But here's another place you can be. Listen to me, fixing a hole in the ocean, trying to make a dovetail joint, yeah. Looking for the glass onion. Et oui, cette chanson, aussi cryptique, anti-cryptique même, enfin méta-cryptique, je sais pas, puisse-t-elle être, on va s'amuser aussi à la faire terminer avec une bande un peu bizarre, une bande symphonique, une petite orchestration très très dissonante comme ça, pour continuer en fait. Donc on fait de l'ironie sur l'ironie. Si vous voulez bien un peu plus d'ironie sur votre couche d'ironie, ce serait bien. Donc on s'amuse. Voilà, on est les Beatles, on s'amuse et on fait mentir notre patrimoine, on l'interroge. De toute façon, les Beatles sont en train aussi de remettre quelque chose en question, et ça on va le voir plus tard. Ils remettent en question la notion de groupe. Ça fait un petit moment qu'ils ont commencé avec Sgt Pepper's. On remet en question l'idée de Beatles, on met en question l'idée de groupe, et bientôt on va remettre en question l'idée d'album, vu qu'il va falloir qu'il soit double, celui-ci. Bon, on va pas passer toute notre vie en Inde non plus, il va falloir retourner à Londres à un moment donné. Ça se passe en plusieurs temps. D'abord, c'est Ringo Starr qui quitte le navire au bout de 10 jours, parce que bon, il n'est pas plus emballé que ça par la méditation transcendantale, et puis bon, il a du mal à supporter la cuisine locale, donc bon, il s'en va assez rapidement. Paul McCartney va le suivre 2-3 semaines plus tard, donc il reste un temps assez raisonnable. C'est donc John et George qui vont rester là-bas. Et puis, alors d'un côté, George Harrison, lui, a complètement plongé dans la méditation et dans toute cette spiritualité hindoue.
Lui, il y a vraiment trouvé une réponse à beaucoup de questions. Quelque chose qui va le suivre, hein, mais vraiment cette spiritualité-là va le suivre jusqu'à sa mort. Et il va écrire énormément de chansons dessus, il va enregistrer des chants Hare Krishna. De l'autre côté, John Lennon, lui, il attendait plus de cette nouvelle figure paternelle, de voir des tours de magie, que le petit bonhomme, le yogi, voilà, il fasse des miracles, etc. On ne sait pas trop comment. Donc il y a une attente démesurée du côté de John Lennon. Et puis, tout s'effondre parce qu'il y a des allégations qui n'ont jamais été confirmées, mais qui sont quand même la version la plus couramment entendue, selon lesquelles le Maharishi nous aurait fait un petit MeToo des familles avec certaines disciples féminines, et sur plusieurs accusations qui sont quand même assez... qui se recoupent quand même, John et George décident de quitter assez brutalement, étant extrêmement déçus par cette situation. Donc, tout le monde se retrouve à Londres. Et juste avant de partir, John envoie cette carte postale assez fameuse à Ringo Starr, sur laquelle il écrit « On a assez de morceaux pour faire 2 albums, alors ressort ta batterie, on arrive ». Effectivement, ça n'a pas manqué, ils ont fait effectivement 2 albums, enfin un album, 2 albums. Et puis, qu'est-ce qui va se passer quand tout le monde se retrouve à Londres après cette expérience dont on ressort très contrasté, très confus? On a trouvé la paix spirituelle, on a fait la méditation, et puis en même temps, on part sur une note amère. Qu'est-ce qu'on fait? On a des chansons, on a écrit plein de chansons, on a écrit énormément de chansons. Les Beatles vont faire à ce moment-là quelque chose qu'ils n'avaient jamais vraiment fait ensemble. Ils vont tous se retrouver chez George Harrison, et ils vont enregistrer des démos, ils vont faire des maquettes. C'est le début de ce qu'on appelle plus tard le home studio. Ça coûte un peu cher à l'époque, mais George Harrison, il y a déjà un magnétophone, il a déjà de quoi enregistrer au moins des versions rudimentaires des morceaux. Et les Beatles vont se passer la main, comme ça, vont se passer la guitare, et vont enregistrer leurs chansons, mais exactement comme ils les avaient composées. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas inventer un piano là où il y a des guitares. Non, on a composé avec une guitare, donc je rejoue ma chanson avec une guitare. Et il y a des chansons qui vont avoir plein de destins différents. Donc il y a une vingtaine de ces chansons enregistrées qui vont finir sur l'album blanc, ça c'est bon. Et vous avez un autre petit paquet de chansons avec des destins beaucoup plus flous, beaucoup plus vraiment différents et très très variés. Un exemple. Je vais vous jouer une chanson, un petit bout de chanson. Ça s'appelle Child of Nature, composé par John Lennon. Il l'enregistre chez George Harrison. Et vous allez voir que c'est une chanson que vous connaissez sans doute et qui va arriver beaucoup plus tard dans la carrière de John Lennon en solo, qui va devenir plus tard Jealous Guy. On the road to Rishikesh, I was dreaming more or less, and the dream I had was true. Yes, the dream I had was true. I'm just a child of nature. I don't need much to set me free. Just a child of nature. I'm one of nature's children. Ça devient. I was dreaming of the past, and my heart was beating fast. I began to lose control. I began to lose control. I didn't mean to hurt you. I'm sorry that I made you cry. I didn't want to hurt you. I'm just a jealous guy. Look out, I'm just a jealous guy. I'm just a jealous guy. Et voilà. Et voilà comment une chanson, a priori insignifiante, avec un texte complètement différent qui parle du fait de revenir de Rishikesh, devient plus tard un très grand morceau d'un album solo. Il est sur Imagine de John Lennon quand même.
C'est pas anodin que les Beatles soient chez George Harrison à ce moment-là. Comme j'ai dit tout à l'heure, George Harrison, c'est lui qui a amené cette histoire de spiritualité dans le groupe. C'est la première fois dans l'histoire du groupe qu'il a une sorte d'ascendant sur les autres. Donc c'est vraiment inédit, on est dans une situation vraiment inédite. Et puis George Harrison, tout mystique qu'il soit devenu, c'est quand même le moment où il va ouvrir ses ailes, sur le plan créatif, je veux dire. Ça va être 68, 69, 70, rien acheté. George Harrison, c'est parfait. Vous partez de ce qu'il fait dans l'album blanc, 4 chansons, pas irréprochables, mais quand même de très très haut niveau. Et vous allez comme ça jusqu'à All Things Must Pass, son album solo, triple album solo, premier disque d'or, c'est le premier quand même des 4 à être disque d'or en solitaire. John Lennon réussira à faire ça avec un single 4 ans plus tard. Donc c'est lui qui marque le coup et c'est vraiment lui qui prend le tremplin à ce moment-là. Et donc George Harrison est présent sur les 4 faces de The Beatles, de cet album blanc qui va arriver. Et puis il va pas se laisser démonter parce qu'il sent que les autres prêtent très peu d'attention. En fait, il y a toujours ça le problème, c'est que George Harrison a toujours été dans l'ombre de Paul et John. Et il sent que Paul et John donne énormément, enfin donne vraiment rarement beaucoup, se donne beaucoup de mal à participer à ses chansons. Bon, ils lui font comme ça, un peu comme on aide un vieux copain, mais à part ça, ils sont jamais très très sérieux en studio. C'est une raison pour laquelle d'ailleurs George Harrison va appeler une personne extérieure, Eric Clapton, pour faire le solo de la chanson suivante. Et je voudrais à ce sujet remercier mon Eric Clapton de la soirée, Monsieur David Osgoler. Il a du fan ce soir. Oh là là. T'as pas de micro, mais t'en as pas besoin. Surely be learning. Steal my guitar, gently weep.
all see the love there that's sleeping. Why my guitar gently weeps. I look at you all. Still my guitar gently weeps. Une fois que les démos ont été enregistrées, qu'on a fait tout notre paquet de chansons qu'on connaît, alors si vous avez l'occasion de les écouter, c'est sur la version 50e anniversaire. Ça s'appelle les Escher Demos, parce que c'est enregistré, parce que c'est le nom du patelin dans lequel habite George Harrison à ce moment-là. C'est vraiment très intéressant parce qu'ils enregistrent vraiment de façon très dépouillée. Des fois, on entend même les autres qui discutent au fond. Ils savent pas trop très bien comment finir certaines phrases, certaines chansons. Donc c'est assez drôle. C'est vraiment une visite de l'album blanc, mais à rebours. Ils sont très vulnérables, ils sont très dépouillés. Donc c'est vraiment très intéressant à écouter. Mais tout ça, c'est bien joli. Il va falloir faire un album quand même avec ça. Et il va falloir rentrer donc en studio. Les Beatles rentrent en studio à la fin du mois de mai 1968. Et conformément à leurs habitudes, ils vont commencer ensemble. C'est-à-dire qu'on va commencer à enregistrer des chansons ensemble, c'est toujours ce qu'on a fait. On commence toujours par une chanson de John, d'ailleurs, c'est une tradition. John, première chanson, tire le premier. Mais déjà, dès le début, leur entourage commence à sentir qu'il y a un problème. Il y a un témoin vraiment crucial dans l'aventure de l'album blanc, c'est Geoff Emerick, qui est leur ingé son depuis 1966, depuis Revolver, puis il les connaissait même déjà un petit peu avant. Et Geoff Emerick qui témoigne et qui dit « Bon, je connaissais les Beatles, c'est des gens très méticuleux, très précis dans leur façon de travailler. Là, je suis face à des gens un peu avec le melon, qui sont hirsutes, qui ne savent pas très bien ce qu'ils veulent, qui sont brouillons. Je les avais connus très appliqués, je les trouve très brouillons. Quelque chose qui va notamment s'appliquer à John Lennon, des fois qui torche des chansons. Bon, on a fait 3 prises, ça suffit largement. Donc déjà, l'entourage commence à se sentir qu'il y a un peu d'eau dans le gaz et on ne sait pas très bien où ça va aller cette histoire. Mais pour commencer, on conserve une petite cohérence. Ça va pas être tout le temps le cas dans cette grande aventure de l'album blanc. Et cette cohérence, elle passe par quoi? Elle passe par rechercher l'authenticité. C'est-à-dire que on s'est bien amusé dans Sgt Pepper, c'est dans Magical Mystery Tour, à imaginer des grandes chansons avec des orchestres symphoniques, à faire des arrangements terribles. La fin de All You Need Is Love, c'est... la fin de A Day in the Life, le dernier coup de piano, c'est vraiment 4 pianos joués en simultané sur un Mi. Donc c'est vous dire aussi le matériel que ça demande, enfin l'installation que ça demande. Et puis, donc on se dit, on va retrouver de l'authenticité. On va faire 2 choses pour retrouver cette authenticité. Première chose, on va enregistrer, on va écrire des chansons dans l'idée d'expulser. On va expulser toutes les pensées noires, toutes les choses qui se sont passées pendant ces séances de méditation, toutes les choses qui sont revenues à la surface. On va rien cacher. Les sentiments, même les sentiments les plus noirs, on va un petit peu les cracher, ce qui explique certaines chansons très rock'n'roll et très sombres de l'album blanc. Et puis on va faire une deuxième chose, c'est qu'on va se mettre dans des conditions un petit peu solides, quoi. C'est-à-dire on va enregistrer une chanson sur le suicide dans un tout petit réduit d'Abbey Road, voilà, un petit coin, un petit placard du studio, pour retrouver l'émulation qu'on avait quand on était jeune et qu'on jouait dans les caves et tout, à Hambourg ou à Liverpool. Et on se retrouve à enregistrer Year Blues dans cette situation-là. Yes, I'm lonely, wanna die. Yes, I'm lonely, wanna die.
In the morning, wanna die. In the evening, wanna die. If I did already, woo! Girl, you know the reason why. My mother was of the sky, my father was of the earth, but I am of the universe, and you know what it's worth. So lonely, wanna die. If I did already, woo! Girl, you know the reason why. The eagle, it picks my eye. The mermaid licks my bone. I feel so suicidal, just like Dylan, Mr. Jones. So lonely, wanna die. If I did already, woo! Girl, you know the reason why. Black light crossed my mind, blue mist from my soul. I feel so suicidal, even ain't my rock and roll. So long, wanna die. If I did already, you know the reason why. Wanna die. Wanna die. Ouais, bah, parce qu'en plus, il y a plein de, on fait des morceaux blues, mais il y a plein de petites triches, des moments où la bande elle saute, des moments où on recolle, des moments d'une autre prise. Donc on joue quand même un petit peu avec le studio encore. On fait pas que des morceaux cryptiques dans une cave tous ensemble. L'enregistrement de l'album blanc va très vite commencer à se faire dans l'éparpillement. Éparpillement de tout. Éparpillement des énergies. Les Beatles commencent à faire des chansons individuellement, dans leur coin, selon ce qu'ils ont envie de faire, mais vraiment à l'instinct. Des énergies, du coup, parce qu'ils sont plus ensemble pour travailler ensemble et avoir cette synergie. Des genres aussi. Ça, c'est quelque chose sur quoi on va revenir assez souvent. Il y a quand même énormément de genres qui traversent cet album blanc. Pour se faire une idée de l'épopée quasi héroïque de l'enregistrement, héroïque et douloureuse, hein, de l'enregistrement de l'album blanc, quelques chiffres très simples. Le premier album des Beatles avait été enregistré en 12 heures. Celui-ci va prendre 5 mois. Ça fait beaucoup. Il va falloir 48 heures de travail à John et Paul pour tomber d'accord sur un ordre des chansons. C'est long. Et puis avec 2 melons comme ça, je peux vous dire que ça a dû être assez tendu. Grandes engueulades, hein, bien sûr, notamment au sujet de notre Revolution 9 de tout à l'heure. Est-ce qu'on le met, est-ce qu'on le met pas? Et puis une espèce de démocratie comme ça, où les uns contre les autres, et puis finalement Paul McCartney en minorité, et puis voilà, obligé de prendre Revolution 9 dans ce double album. Et puis des départs, 3 départs. Ringo part à la fin du mois d'août, écœuré par une ultime remarque assassine de Paul McCartney sur son jeu de batterie. Il reviendra quelques jours plus tard, mais il faudra beaucoup de diplomatie et d'amour. Geoff Emerick qui va partir. Geoff Emerick part quand même. Ça, c'est déjà, on est sur une autre échelle, dans le sens où Geoff Emerick, c'est quand même le fidèle des fidèles. C'est-à-dire que
c'est quand même lui qui a touché le Grammy Award pour l'enregistrement de Sgt Pepper's. Donc ses talents d'ingé son ne sont plus approuvés. C'est lui qui a donné une enveloppe, quand vous pensez à l'album Revolver des Beatles en 66, énormément de choses sonores, hein, vraiment de trucs de production sur la façon dont la batterie résonne, la façon dont certaines choses sont faites dans cet album. On le doit à Geoff Emerick. Il constate que les séances sont empoisonnées, vraiment c'est le terme qu'il utilise, l'atmosphère était empoisonnée, les Beatles envoyaient des pics atroces les uns aux autres, il n'y avait plus du tout les mêmes envies, plus du tout les mêmes objectifs, donc il part, vraiment, il part, donc au moment où il part, les quatre autres là, dans le fond, ils regardent leur pompe, parce qu'ils ont honte d'en être arrivés là, et puis George Martin qui quand même, lui aussi commence à être vraiment très très fatigué par cette ambiance et part en vacances, voilà. Il n'avait jamais fait avant. George Martin qui s'absente des séances des Beatles, des gens à qui ils doivent beaucoup, hein, qui a été producteur, arrangeur pour eux, qui a misé sur eux dès le départ, alors qu'à la base George Martin c'est quelqu'un qui était plutôt dans l'enregistrement d'orchestre symphonique. Bon voilà, il y a ce mouvement musical, la pop musique, qu'est-ce que c'est, bon, il y a ce petit groupe, et puis il enregistre Love Me Do avec eux. Donc depuis 62, on parle quand même d'un collaborateur, même plus que ça, d'une autre figure paternelle, 1968, et là tout d'un coup le break, voilà, George Martin ne reviendra que quelques semaines avant la dernière ligne droite. D'ailleurs, l'enregistrement de l'album, c'est du retard complet, hein. On a déjà dépassé largement le délai fixé pour le mixage final, c'est la cata, il y a des chansons qu'on doit terminer en catastrophe. Et un autre chiffre important, sur 30 chansons de l'album blanc, il n'y en a que 16 où il y a tous les Beatles. Et par là, j'entends pas les Beatles ensemble au même moment. J'entends par là qui sont là d'une façon ou d'une autre sur la chanson. Donc vous avez des fois des paquets de 3, des paquets de 2, des paquets de 1, comme ça, de musiciens qui sont... Voilà, Paul McCartney fait Blackbird tout seul, effectivement. George Harrison aura l'aide de Paul et de Ringo pour faire Lang, 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 par exemple. Mais... pas John. John ne sera pas là. John pointe assez souvent aux abonnés absents quand il ne s'agit pas trop de ses chansons à lui, malheureusement. Et John aura ce mot, hein. En fait, l'album blanc, c'est des chansons solo, mais en groupe. C'est-à-dire que c'était ma chanson et puis les autres qui m'accompagnaient, la chanson de Paul et puis nous qui l'accompagnons, etc. Donc on est à ce niveau-là de coopération très très fraîche, finalement. On n'est plus dans... on est dans une autre... on est vraiment dans un autre univers par rapport à la façon dont ils ont travaillé jusqu'à présent. Qu'est-ce que fait? Alors, on a du blues suicidaire, hein, le blues qui est quand même la grande musique que les Beatles ont toujours aimée, ont toujours écoutée et reprennent pour cet album-là. Mais qu'est-ce que John va faire de son côté? Quand John est de son côté à faire du blues noir, comme ça, sombre, Paul McCartney, lui, toujours plutôt un homme de lumière. Et Paul va commencer à développer ce qu'il aime vraiment faire, ce qu'il avait commencé à faire avec Eleanor Rigby. Il va faire des petites vignettes, comme ça, des petites vignettes de la vie des gens, des petites vignettes de culture populaire parfois. Si je vous parle de Rocky Raccoon, par exemple, qui est une chanson assez mal connue de l'album blanc, faut avoir deux choses en tête. La première, c'est que on mélange un autre genre, on s'approprie un autre genre qui va rejoindre la cohorte de parodies et de pastiches qu'il va y avoir dans cet album. La country, une forme de country music, d'écriture très américaine. Et l'autre chose importante, c'est qu'on a l'impression... Alors, Rocky Raccoon, c'est l'histoire de Rocky le raton laveur qui veut aller se venger auprès de l'homme qui a volé la femme qu'il aime et qui repart entre les jambes piteusement, une espèce de héros tragique, comique comme ça. On a l'impression que c'est une énième création de Paul McCartney, mais pas du tout. Même ça, c'est un emprunt à la culture populaire. C'est un emprunt, peut-être inconscient, à une ballade de Robert Williams Service, qui est ce qu'on appelle le barde du Yukon. C'était un auteur anglais qui adorait le grand nord du Canada et qui écrivait des histoires. Et il y en a une qui s'appelle The Shooting of Dan McGrew, qui est complètement, à mon avis, Paul McCartney a complètement pris pour écrire l'histoire de Rocky Raccoon. Somewhere in the Black Mountain hills of Dakota, there lived a young boy named Rocky Raccoon. And one day his woman rough with another guy. It's young Rocky in the eye. Rocky didn't like that. He said, I'm gonna get that boy. So one day he walked into town and booked himself a room in a local saloon. A Rocky Raccoon checked into its room, only to find he'd
Rocky had come, equipped with a gun, to shoot off the legs of his rival. His rival, it seems, had broken his dreams by stealing the girl of his fancy. Her name was McGill, and she called herself Lil, but everyone knew her as Nancy. Now she and the man who called himself down were in the next room at the hoedown. Rocky burst in and grinning a grin, he said, "Danny boy, this is a showdown." But Daniel was hurt, he drew first and shot, and Rocky collapsed in the corner. Rocky, you met your match. He said, Rocky said, "Dog, it's only a scratch. And I'll be better, I'll be next dog as soon as I am able." Now Rocky Raccoon, he fell back in his room, only to find Gideon's Bible. He didn't check it out, and he left it no doubt to help with good Rocky's revival. Alors voilà, beaucoup de pastiches, hein, beaucoup d'emprunts à la culture populaire, à la musique populaire. Country, ragtime, calypso, blues, on l'a vu, rock'n'roll bien sûr. Musical aussi, Paul McCartney a beaucoup appris par son père qui appartenait à un groupe, hein, un big band. À chaque fois je dis big band à chaque fois, mais on vient tous d'un big band quelque part. Et non, voilà, de famille, il connaît sur le bout des doigts cette musique populaire. Tandis que John, encore, pour faire la transition vers l'autre côté du miroir, John va pousser plus l'authenticité, à pas se cacher. Everybody's got something to hide except me and my monkey. C'est pas pour rien que ce titre existe. En fait, il trahit quelque chose de très précis de la pensée de John Lennon. Moi, j'ai rien à cacher. Moi, à partir de maintenant, j'arrêterai de me cacher derrière des textes psychédéliques. J'arrêterai de ne pas dire franchement qui je suis et ce que je veux. Et c'est vraiment un des effets de ce voyage en Inde. Un voyage en Inde où, d'ailleurs, il y a quelque chose qui va se passer de très précis, c'est qu'il va entamer une correspondance avec une artiste américano-japonaise du nom de Yoko Ono. Et c'est entre autres là que va commencer leur histoire, c'est dans ces échanges. Ils s'envoient des lettres, des cartes, tous les jours. Yoko lui envoie des cartes postales. Regarde le ciel, imagine que je suis un nuage. Oh, ben, c'est un peu ce qui va se passer avec Imagine, finalement. Ce genre de phrases, imagine, imagine. Et ça, il va s'en servir bien sûr plus tard. Alors, John est bien sûr un personnage complexe qui a très envie d'en découdre à présent. Et puis il va parler d'une de ses grandes déceptions quand même. Il faut en parler de cette grande déception. Ce voyage en Inde, c'est une grande déception. Le Maharishi, c'est une grande déception. Il commence même à écrire une chanson qui s'appelle Maharishi, en disant « Tu nous as trompés, on t'attendait, on avait besoin de toi. » Et ça a été la tromperie sur toute la ligne. Écoutant ça, George Harrison lui a dit « Vas-y doucement, parce que
Bon, moi, j'ai pas envie d'être George Harrison, devra même s'excuser auprès du Maharishi, mais dans les années 90, hein, beaucoup plus tard, pour cette chanson-là. Et puis surtout, bon, on va peut-être nous envoyer un sort, on va peut-être nous, enfin, je sais pas, peut-être qu'il y a une malédiction si on fait une chanson aussi méchante sur le Maharishi qui va nous tomber dessus. Alors bon, John met un petit peu d'eau dans son vin. Et puis il fait quelque chose de pas forcément beaucoup plus délicat. Il reporte sa colère, il reporte sa frustration sur une figure féminine, voilà, qu'il va appeler Sexy Sadie, pour écrire une espèce de slow fielleux comme ça, pour déclamer à quel point il est déçu par cette expérience. On est prêt ? 1, 2, 3. Sexy Sadie, what have you done? You made a fool of everyone. You made a fool of everyone. Sexy Sadie, oh, what have you done? Sexy Sadie, you broke the rules. You laid it down for all you see. You laid it down for all you see. Sexy Sadie, oh, you broke the rules. One sunny day the world was waiting for a lover. She came along to turn on everyone. Sexy Sadie, she's the greatest of them all. Sexy Sadie, oh, did you know the world was waiting just for you? The world was waiting just for you. Sexy Sadie, oh, did you know? Sexy Sadie, you can't choose yet whether there you think you are, or whether there you think you are. Sexy Sadie, oh, we can't choose yet. We gave everything we own just to sit at the table, just to smile will lighten everything. Sexy Sadie, she's the latest and the greatest of them all. Sexy Sadie, woo. Alors on n'a pas forcément que des déceptions registres, heureusement. Comme je disais, il y a de la lumière aussi dans cet album blanc. Ce serait dommage sinon qu'il soit blanc. Il y a de l'amour. Il y a de l'amour bien sûr. 1968, année entre autres de l'amour pour les Beatles. Donc John Lennon, je l'ai dit, qui échange vraiment avec Yoko Ono et qui entretient vraiment une relation très motivante, très stimulante, intellectuellement, artistiquement, sentimentalement aussi. Vous avez Paul McCartney qui rencontre, alors il avait déjà rencontré en 67, mais il se met en couple avec Linda Eastman, qui est une photographe américaine, qui partagera la route avec lui à l'époque des Wings, son groupe d'après, qui sera notamment claviériste et chanteuse. Mais au-delà de ça, Linda McCartney, du coup, a une très grande carrière de photographe. On lui doit des superbes clichés des Beatles en studio à partir de 68. Franchement, sans elle, on aurait eu très peu d'images aussi belles. Et puis, elle a donc une très belle carrière de photographe, de militante végétarienne. Ce qui est quelque chose un petit peu déjà dans l'air du temps, étant donné que Paul McCartney, à ce moment-là, a écrit une chanson sur sa chienne, Martha, My Dear. Et
ce qui va commencer un grand cycle chez Paul d'écrire des chansons sur la nature aussi. Donc la nature, ça va être une autre inspiration de l'album blanc, et puis puis une vraie conviction idéologique plus tard. Paul McCartney étant celui qui soutient, il est un des grands soutiens du Meat Free Monday, le lundi sans viande notamment, voilà, et il est végétarien depuis de très très nombreuses années. Donc voilà, vous avez ces thèmes qui naissent aussi. L'album blanc, c'est un terreau de choses nouvelles, c'est un terreau de choses, alors certes inouïes, inédites, auxquelles personne n'était prêt, raison pour laquelle il y a aussi beaucoup de chaos. Mais heureusement, il y a, comme je disais, beaucoup d'amour. Et il écrit justement une chanson d'amour qui s'appelle I Will. I Will, c'est une toute petite chanson d'amour qui fait 1 minute 30 à peine, dans laquelle, sur un air voilà, un petit peu chaloupé, gentil, il exprime en fait son impatience que Linda revienne des États-Unis pour être avec lui à Londres. Et comment est-ce qu'on va, musicalement, ça c'est très intéressant, comment on va l'incarner, cette impatience? On écrit une ballade, mais on veut faire comprendre l'impatience. On va faire un truc dans quoi Paul McCartney est extrêmement fort. On va faire une chanson avec une vingtaine d'accords à peu près, ce qui est donc un cauchemar pour moi, quand je dois l'apprendre, mais qui est, du coup, je trouve une façon très belle de symboliser que c'est une chanson d'amour, je t'aime, mais je vais faire plein d'accords différents pour te montrer que le temps presse et je suis impatient. Est-ce que pour ça, Monsieur Laurent Boile, on va parler quand même de mon Ringo Starr à moi, Monsieur Laurent Boile, on l'applaudit très fort, s'il vous plaît. Est-ce que vous auriez un petit rythme chaloupé comme ça à nous donner? Oui. Lui non plus, il n'y a pas besoin de micro pour se faire comprendre. Bah, montrez. Et vous pouvez tenir combien de temps à peu près comme ça? Tant qu'il faudra. 1, 2, 3. Who knows how long I've loved you? You know my love is still. Will I wait too long? Lifetime. If you want to, I will. Forever, if I ever saw you, I didn't catch your name, but it never really mattered. I will always feel the same. Love you forever and forever. Love you with all my heart. Love you whenever we're together. Love you when we're apart. And when I last saw you, your song will fill the air. Sing it loud so I can hear you. Make it easy to be near you. For the things you do and did to me. Oh, you know I will. I will. Alors le problème, quand on fait un album, c'est qu'il y a aussi des gens qui vont l'écouter, qui vont le recevoir. Le problème, c'est que même dans cette chanson d'amour absolument gratuite, naïve, très bien écrite, très bien construite, gentille, il y a un mec originaire de Cincinnati qui habite à Los Angeles à ce moment-là, dans un ranch, avec des disciples. Il s'appelle Charles Manson. Et même dans cette chanson, il va entendre un message directement adressé à lui. Charles Manson, vous en avez sans doute entendu parler parce que c'est donc le gourou sombre, celui qui dirigeait donc cette secte qui s'appelait La Famille dans la banlieue de Los Angeles et qui est entre autres le commanditaire des meurtres de Sharon Tate.
et de toute une série d'exactions abominables qui défraient la chronique à Los Angeles, dans Hollywood principalement, parce que ce sont des gens qui se font attaquer chez eux à Hollywood. Même dans cette chanson, il va entendre un message, et plus généralement dans l'album blanc, il va entendre des messages qui lui sont directement adressés. Il est persuadé que les Beatles lui disent que ça va être le 5e cavalier de l'Apocalypse avec eux, qu'il va y avoir des soulèvements, une apocalypse, hein, un soulèvement, des soulèvements, ça va de pair avec l'époque, des soulèvements raciaux, qu'il va falloir se cacher avant de revenir en haut, d'où le Helter Skelter, hein, le toboggan. Il va falloir se cacher, descendre sous terre et puis remonter. Helter Skelter, qui est qui est la grande chanson rock de Paul McCartney dans l'album blanc. Et ce qui est terrible, c'est que même ce type de chanson d'amour va être extrêmement, va créer des choses aussi chez les plus fous, les plus fanatiques, les plus passionnés aussi par les Beatles, il faut le reconnaître. Et tout ça, ça nous pose une autre question. Ça nous pose une question de qu'est-ce qui se passe dans le monde à ce moment-là. Parce que donc les Beatles vont en Inde, les Beatles reviennent, les Beatles enregistrent pendant 5 mois. On parle quand même d'un album donc, dont la création a pris de février jusqu'à sa sortie le 22 novembre, grossièrement. Il se passe plein de choses quand même en 1968. On est dans l'endroit idéal pour rappeler les émeutes parisiennes, enfin les grands mouvements étudiants et sociaux de mai 68 à Paris, mais il y a aussi à Prague, à Londres, beaucoup d'émeutes, aussi aux États-Unis par rapport à ça. Donc on est dans... Le monde a basculé, on n'est plus du tout dans le flower power, c'est le moins qu'on puisse dire, et on se retrouve dans un monde qui bouge. Un monde qui bouge, un monde qui est en train d'évoluer à vitesse grand V, un monde qui se retourne, un monde fait de révolte, un monde fait de révolution. Et là, les Beatles ne vont pas être au rendez-vous. On parle des Beatles quand même, on parle de gens qui, depuis le début des années 60, vis-à-vis de la jeunesse, ont une influence énorme. C'est eux qui, sans le vouloir directement, mais qui dictent un peu ce qu'on écoute, comment on se coupe les cheveux, ce qu'on fait, avec qui on traîne, quels endroits on fréquente pour faire la fête. Ils sont là-haut, ils sont regardés par cette jeunesse. Et cette jeunesse, en 1968, elle a mûri aussi, elle se pose des questions sur comment changer le monde, dans ces années 60, à la fois magnifiques et terrifiantes. Et les Beatles ne vont pas être au rendez-vous. En fait, le monde extérieur les intéresse très très peu pendant la création de l'album blanc. Il n'y a que 2 chansons qui vont vraiment refléter 1968. Il y a Blackbird, dont Paul McCartney a reconnu très tardivement que c'était finalement une métaphore pour parler des droits civiques, hein, de la communauté afro-américaine à cette époque-là. On parle d'une année, voilà, avec aussi l'assassinat de Martin Luther King. Et puis, il va y avoir Revolution. Et même en écrivant une chanson sur la Révolution, John Lennon va se créer un malentendu avec les forces révolutionnaires en présence. Pourquoi ? Parce que, bon, Revolution, déjà, on a 3 versions, donc ça éclate un petit peu le discours. Vous avez donc la version très électrique, Revolution tout court. Vous avez Revolution 1, qui est sur l'album, et vous avez, donc on l'a vu, Revolution 9. Revolution 1, elle est beaucoup plus lente, beaucoup plus choubidoua, on peut dire, beaucoup moins énervée. On se demande si elle est vraiment très subversive. Donc déjà, l'enrobage est un petit peu compliqué par rapport à des paroles de révolution, ou un discours en tout cas sur la révolution. Et puis surtout, John Lennon va avoir ce mot malheureux dans les paroles quand il dit « Si vous parlez de destruction, il ne faudra pas compter sur moi. If you talk about destruction, don't you know that you can count me out ?» Et il y a une version où il va dire « You can count me out in ». Ce qui veut rien dire en fait en anglais, qui est plus une façon de dire un petit « oui », un truc très tiède par rapport à le fait d'être dans une révolution active, d'être dans une révolution qui renverse des voitures, etc. Et ça va être le début d'un très long malentendu entre John et les activistes de gauche de l'époque, parce que même quand il habitera à New York plus tard, il aura une relation assez compliquée avec le monde libertaire là-bas. Mais pour l'instant, Revolution, voilà, c'est le rendez-vous manqué. You can count me out in, on ne sait pas trop. Oui, je serai là, mais non, je ne serai pas trop là, enfin, je ne sais pas. Aveu tiède, très mal reçu, plein de journaux qui tirent à boulet rouge sur cette chanson. Et pourtant, on l'a tous en tête, jusqu'à même qu'elle soit reprise dans une pub de Nike en 84, ce qui fait un petit peu mal quand même, quand on y pense.
You want a revolution? Well, you know you don't want to change the world. Tell me that it's evolution. Well, you know we all want to change the world. When you talk about destruction, don't you know that you can count me out in? But you know it's gonna be alright. But you know it's gonna be alright. But you know it's gonna be alright. You say you got a real solution. Well, you know we would love to see the plan. Ask me for a contribution. Well, you know we are doing what we can. But if you want money for people we might not hate, all I can tell you, brother, is you have to wait. But you know it's gonna be alright. But you know it's gonna be alright. But you know it's gonna be alright. You say you change the Constitution. Well, you know we all want to change it. Tell me, is the institution? Well, you know we better free your mind instead. But if you go carrying a picture of the chairman now, you ain't gonna make it anyone anyhow. But you know it's gonna be alright. But you know it's gonna be alright. But you know it's gonna be alright. 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 Mesdames et messieurs, à la basse et au cœur, l'incroyable François d'Orléans. Et à la toute fin de cet enregistrement de Revolution, enregistrement chaotique, John Lennon demande s'il peut chanter allongé par terre, comme si ça allait changer quelque chose. À la toute fin, vous avez ce « All right » que John Lennon répète pendant... ils font une prise, ça dure 30 minutes, tout le monde est rincé, l'ingénieur du son, il est comme ça, ils n'en peuvent plus. Et John Lennon se casse littéralement la voix dessus. Il va prendre des petits bouts, des petites sections de la fin, et il va les réutiliser plus tard dans Revolution Number 9, et plus que jamais, on peut dire que cette Revolution, elle tourne un petit peu sur elle-même quand même, vu qu'elle se nourrit l'une et l'autre. Et c'est aussi ça, l'histoire de l'album blanc. Et tout ça pour raconter quoi? Tout ça pour parler de ce groupe qui, le 22 novembre 1968, sort un double album blanc. Et qu'est-ce qui contient cet album finalement? C'est un album qui aborde énormément
d'émotion. Je pense que quand on s'y penche vraiment et qu'on y réfléchit vraiment, il y a très peu d'albums, et très peu d'albums des Beatles en particulier, qui ont cette particularité d'exprimer autant de choses. Vous avez de la colère, de la frustration, de la déception, de l'amour, du sexe, de la lumière aussi. Vous avez beaucoup d'ombre. Vous avez tous ces genres qui sont pastichés, tous ces emprunts à la culture populaire. Vous avez la trace des gens, la trace d'un voyage en Inde, la trace d'une rencontre avec des gens. Vous avez bien sûr des collaborations, hein. Déjà les Beatles entre eux, autant qu'ils le peuvent à ce moment-là de leur histoire. Vous avez l'arrivée d'Eric Clapton, vous avez toutes ces petites mains qui viennent aider à ce que cet album se fasse. Et qu'est-ce que ça nous raconte finalement? Moi j'ai une idée. Pour moi, si Sgt Pepper c'est l'album psychédélique, l'album blanc c'est l'album psychanalyse. Parce qu'on fait passer tellement d'émotions, et je crois que ça fait partie du pouvoir d'attraction que cet album-là exerce sur nous encore. Il est étrange, il est bizarre, il est gênant parfois, il nous met peut-être mal à l'aise. On a envie de faire le tri, c'est vrai, il y a 30 chansons à la fin, mais on a tous envie de faire le tri, on a tous envie de choisir nos préférés. Mais pourtant, il est comme ça, il existe. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cet album, quelque part, il parle de nous. Il parle de nous, les êtres humains, dans notre complexité. Il parle de toutes ces choses contradictoires qu'on peut ressentir. Il parle de ce bouillonnement qu'on peut être. Je trouve ça assez intéressant de le voir comme ça. Et j'espère en tout cas que cette conférence vous aura donné envie de le voir sous ce nouvel angle. Et donc, je voulais terminer avec cette chanson, Obladi Oblada, qui a été le cauchemar absolu de John Lennon parce qu'ils l'ont faite. Mais peut-être qu'ils l'ont faite 200 fois, cette chanson. Ils ont enregistré 3 versions différentes. Je suis même en train de m'étrangler en train de vous en parler, c'est incroyable. Ah, c'est fou, j'ai soif. Ça va, François? Super. Alors, Obladi Oblada, 3 versions différentes, 200. Le mec va pas m'aider, hein? Non. Non. Ah non, je suis pas là pour ça. Moi. Donc vraiment un cauchemar, Obladi Oblada, parce que c'est vraiment un truc à la McCartney, quoi, si on raconte une histoire d'un couple. Chose qui va faire, les petites vignettes, je parlais tout à l'heure de vignettes, c'est vraiment ça, les petites scènes quotidiennes de la vie. Et je trouve ça, c'est bien de terminer par ça, parce que c'est vraiment regarder l'humanité par le petit bout de la lorgnette, regarder les gens vivre, quelque chose que Paul McCartney reproduit encore aujourd'hui, hein, si on veut faire le lien avec l'actualité. Le dernier album de Paul McCartney, McCartney 3, il y a des petites chansons comme ça sur la vie des gens, sur la façon dont il observe, comment il est un petit peu ce chroniqueur de nos vies. Et je trouve que c'est une belle façon, voilà, pour parler d'humanité que de finir avec Obladi Oblada. C'est bon, tu vas. Ouais, je vais y arriver, ouais. Tu vas y arriver, t'es sûr? Je devrais. Allez. 1, 2, 3, 4. Desmond has a barrow in the marketplace. Molly is a singer with a band. Desmond says to Molly, girl, I like your face. And Molly said this time she takes him by the hand. Obladi, oblada, like a song, la la, how the life goes on. Obladi, oblada, like a song, la la, how the life goes on. Desmond takes
the marketplace. Molly says the children lend a hand. Desmond stays at home and does a pretty face, and in the evening she's the singer with a band. Oh bloody, oh blada, like a song, la la, life goes on. Oh bloody, oh blada, like a song, la la, life goes on. Allez encore. Oh bloody, oh blada, like a song, la la. Encore. Oh bloody, oh blada, like a song, la la, life goes on. And if you want some fun, let's go bloody blada. Merci beaucoup. La Sorbonne. François d'Orléans, Laurent Boile, David Osgouler. Je cherche les paroles, hein. Continuez les gars, s'il vous plaît. Un petit solo David peut-être pendant que je cherche les paroles. Ah voilà. Oui c'est vrai. Ah bon. Bon, on va y aller quand même. He can't flap top, he got growing up slowly. He got choo-choo apples, he only roller. He got hair down to his knee. Got to be a joker, he just do what he please. Oh. He wear no shoe shine, he got no jump football, he monkey finger, he got no that to say. I know you, you know me. Nothing be good looking 'cause it's so hard to see. Come together right now over me. Take off the tuta, got no jump football, on the sidewalk, all around you. We got hair down to his knee. Got to be good looking 'cause it's so hard to see. Well, come together right now over me, over me.